Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est le temps de l'information sur les antennes de Fario Télévision Africa. Nous ouvrons donc du côté du Mali et de la Guinée où nous parlons bien sûr de coopération, raffermissement et diversification des relations en vue. Entamée dans le 15 novembre 2022, la visite à Conakry de la 9e session de la Grande Commission mixte de la coopération Mali et Guinée se poursuit donc menée par Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangère et de la coopération internationale et bien sûr d'une délégation de ministres autres experts venus également pour consolider et même diversifier les partenariats entre les deux pays amis qui entendent bien devenir un modèle de coopération sud-sud fructueux en tout point. Kouitou dans ce reportage nous en dit plus. Dans le cadre de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Guinée-Mali, du 15 au 17 novembre 2022, une importante délégation ministérielle malienne, composée de membres du gouvernement, d'experts nationaux et du patronat, effectue sous la houlette d'Abdoulaye Diop une mission à Conakry afin de raffermir la coopération Guinée-Mali. En sa qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop entend diversifier les relations diplomatiques sur l'axe Bamako-Conakry, une volonté chère au président des deux pays, les colonels Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya. Le Mali et la Guinée entretiennent d'excellentes relations historiques et une dynamique politique assez similaire. Eu égard à tout cela, cette rencontre a pour objectif de passer en revue plusieurs domaines de coopération prioritaires et de procéder à la signature d'accords dans les domaines de la justice, la santé, les mines, l'énergie, le développement rural, la sécurité et le commerce. Les présidents maliens des fêtières du secteur privé auront l'occasion de revisiter les potentialités économiques et commerciales dont disposent les deux pays. Les ministres maliens, membres de cette délégation, ont quant à eux un agenda très chargé, marqué par des rencontres bilatérales intenses visant à élargir et dynamiser les domaines de cette coopération stratégique. Dans un contexte où la carte géopolitique mondiale connaît des fluctuations constantes, le Mali et la Guinée ambitionnent de servir de modèle de coopération sud-sud, exemplaire et fructueux à tout point de vue. Rébellion du M23 en République démocratique du Congo, on en parle encore. La situation sécuritaire donc de ce côté reste tendue et même confus. Les déplacés installés dans le camp de Kimbumba ont rejoint la ville de Goma. Ceci suite bien sûr aux lourds affrontements qui touchent actuellement la région et cela depuis plusieurs jours déjà. Et Mamoto nous en dit plus. Les 40 000 déplacés installés dans le camp de Kanyarushina au sud du Kibumba ont rejoint la ville de Goma suite aux lourds affrontements qui touchent la région depuis plusieurs jours. La situation reste tendue et confuse dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ex-président Kenya Uhuru Kenyatta a effectué une visite de travail à Kinshasa. Il s'est entretenu avec le président Félix-Antoine Tshisekedi et n'a pas manqué d'exhorter les Congolais à faire preuve de patriotisme et aux groupes armés de déposer les armes. Les gens deviennent maintenant des déplacés dans leur propre pays. Ce que j'ai à dire, peu importe nos différences, même si nous avons nos problèmes, s'il vous plaît, arrêtons cette guerre. Ces enfants, ces mères, ces vieillards qui ne savent pas pourquoi les gens se battent, ayons pitié d'eux. Arrêtons cette guerre et commençons le dialogue, interpelle le facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Pour tenter d'apaiser les tensions dans la région, en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés dont le M23, plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées notamment par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Celle-ci a approuvé le déploiement d'une force régionale déjà installée en République démocratique du Congo et prévue d'organiser le 21 novembre 2022 à Nairobi une nouvelle session de pourparlers de paix. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'y était déjà rendu en août, avait jugé crédibles les informations sur le soutien de Kigali au M23, a renouvelé la pression lors d'une rencontre avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, en marge du sommet du G20 qui s'est ouvert le 15 novembre à Bali.
Afrique Sécurité, quel avenir pour la mission de paix de l'Organisation des Nations Unies s'interroge aujourd'hui la rédaction centrale de For You Télévision Africa. Face donc à l'insécurité grandissante en Afrique, l'efficacité des forces onusiennes de maintien de la paix est donc remise en question. Et si bien sûr d'aucuns souhaitent qu'elle soit plus offensive, d'autres par contre souhaitent donc une rupture pure et simple. Assim Zili. Déployée sur la base du consentement des États dont la situation représente une menace pour la paix et la sécurité, les missions de maintien de la paix de l'ONU sont souvent dotées de mandats qui leur permettent d'accompagner un processus politique de dialogue et de réconciliation. Aujourd'hui, leur efficacité est sujette à questionnement en Afrique, notamment dans les pays où leurs actions sont jugées inefficaces face aux groupes armés dont la capacité de nuisance s'avère de plus en plus élevée. En ce qui concerne l'avenir des Nations Unies ou encore de l'ONU en Afrique, l'avenir est à la fois problématique et polémique. C'est polémique autant dans la mesure où le bilan de la présence de ces forces onusiennes en Afrique, le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce que la mission qui sont assignées, notamment celle de maintien de la paix, en réalité, l'appel est davantage timoré et leur présence dans les différents pays africains où ils sont présents, on constate que les Nations Unies ont du mal à maintenir vraiment cette paix et que d'aucuns estimeraient que la présence même de ces Nations Unies dans les pays africains est plutôt notamment la cause de plusieurs déstabilisations, encore mieux d'instabilité. Voilà le mot, d'instabilité dans les pays africains. Au Mali, où ils sont perçus comme une force d'occupation, les casques bleus ne sont plus en odeur de sainteté auprès des autorités de transition qui se tournent désormais vers de nouveaux partenariats, à l'exemple de celui noué avec le groupe paramilitaire russe Wagner pour un accompagnement dans la lutte antiterroriste. En RCA, même si le mandat de la MINUSCA a été renouvelé pour 1 an par le Conseil de sécurité, le départ des soldats onusiens a plusieurs fois été revendiqué par des acteurs de la société civile qui doutent de leur capacité à ramener la paix dans le pays. Même son de cloche du côté de la République démocratique du Congo, dont la partie Est est toujours en proie à l'insécurité, menée par des groupes armés tels que le M23, et ce malgré la présence depuis 2 décennies déjà des casques bleus. Que les Africains estiment que la présence des Nations Unies, ou des casques bleus, leur présence est une présence qui n'a plus sa place ou encore n'a plus sa raison d'être au regard du bilan qui, pour d'aucuns, si on prend le cas par exemple de la République démocratique du Congo, ça fait 2 décennies que les casques bleus sont là, le bilan n'est pas positif et fort de ce constat, il est important de dire avec froideur que, à défaut de revoir la mission et même la manière dont ces casques bleus doivent opérer en Afrique, il serait peut-être question tout simplement de mettre fin à cela parce que le bilan jusqu'ici n'est pas un bilan positif. Au total, 6 opérations de maintien de la paix de l'ONU sont aujourd'hui présentes en Afrique, notamment en RDC, au Mali, au Soudan, Soudan du Sud, au Sahara occidental et en RCA. Si d'aucuns estiment qu'elle devrait être dotée de mandats plus offensifs, d'autres par contre soutiennent que les nations africaines devraient travailler à renforcer leurs dispositifs sécuritaires en nouant des partenariats avec des pays comme Israël ou encore la Russie afin de contrer l'insécurité qui gagne du terrain en Afrique. Merci à vous, Assam Zili. Nous parlons désormais du sommet du G20 où le président sénégalais Macky Sall plaide donc et réitère bien sûr que le 15 novembre 2022, il a donc réitéré son appel en direction des dirigeants du G20, bien sûr pour un statut de membre permanent en Afrique au sein même de cette structure regroupant 19 pays les plus industrialisés du monde et même bien sûr de l'Union européenne. Le président sénégalais s'est donc exprimé à l'occasion du sommet du G20 qui se tient donc à Bali, à Indonésie, en qualité d'invité. L'essentiel à retenir sur cette sortie de Macky Sall, c'est avec vous, Guéné. 8e puissance économique mondiale,
par son produit intérieur brut, possédant plus de 60% des terres arabes, avec une population estimée à près de 2,5 milliards d'ici 2050, l'Afrique reste, selon Macky Sall, un partenaire incontournable sur la scène internationale. Il n'est donc pas inadéquat de nourrir une juste ambition, celle d'intégrer comme membre permanent le Forum du G20. Le plaidoyer porté par le président Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, doit interpeller les dirigeants de cette structure, regroupant les 19 pays les plus industrialisés du monde et l'Union européenne. S'exprimant à la première session du sommet portant sur la sécurité alimentaire et l'énergie, en sa qualité d'invité, le président de l'Union africaine a également plaidé pour doter l'Afrique des moyens qui lui permettront de résoudre les problèmes d'insécurité et d'énergie. S'agissant particulièrement du secteur énergétique, Macky Sall a martelé que renoncer à l'exploitation des ressources naturelles, alors que l'électricité reste un bien de luxe, aussi bien pour les populations que pour les entreprises en raison de son coût élevé, est à restreindre le potentiel industriel du continent. L'Afrique reste ouverte au choix d'une économie décarbonée, mais cela passe par le transfert de technologie et l'investissement dans le renouvellement, a également souligné. 18e sommet de la francophonie, on en parle également, le 18e sommet des chefs d'État et même de gouvernement membres de la francophonie se tient donc à Djerba les 20 et 21 novembre 2022 sur le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Depuis le dernier sommet de la francophonie qui a donc eu lieu à Erevan en Arménie les 12 et 11 octobre bien sûr et 2018 précisons-le, quand notre sommet n'a pu se tenir en raison de la pandémie du Covid-19. Le sommet de Djerba marque donc le début de la présidence tunisienne de la francophonie par le président de la francophonie bien sûr de la République Kais Saïed pour les 2 prochaines années. Partout dans le monde, les États membres de la francophonie et notamment les États d'Afrique bénéficient d'opportunités et d'expertise en matière d'éducation et de formation. Des actions à l'international permettent de mettre en avant la valeur de la solidarité et de la richesse culturelle de l'espace francophone. La jeunesse qui constituera dans les prochains jours probablement une priorité fondamentale de la francophonie lorsqu'on réalise que d'ici 2060, plus de 700 millions d'êtres humains vivront dans les pays francophones. Les 3/4 d'entre eux auront moins de 30 ans et vivront en Afrique. Pour ce 18e sommet qui aura lieu en Tunisie, plus précisément à Djerba, aura pour enjeu 3 grands aspects, à savoir le développement économique, le développement social et le développement culturel à travers ces différents programmes. De même, il sera question pour les pays francophones de mettre sur la table les problèmes auxquels font face ces pays membres de la francophonie. Dans le cadre de cette édition, l'Organisation internationale de la francophonie organise un forum économique francophone qui associera les principaux acteurs de la francophonie économique, les partenaires et les entreprises francophones. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Moussiki-Wago, a ainsi appelé à mettre en œuvre des actions d'envergure visant à développer l'environnement des affaires dans l'espace francophone qui représente aujourd'hui 16% des PIB mondial pour environ 800 millions d'habitants. De par son histoire et sa langue, l'espace francophone constitue un espace de relations économiques et commerciales privilégié. La prise de conscience du poids de l'espace économique francophone est réelle ces dernières années, sauf que les patronats francophones n'avaient pas eu de réseau structuré. Depuis le dernier sommet de la francophonie, qui a eu lieu à Erevan, en Arménie, les 11 et les 12 octobre 2018, aucun autre sommet n'a pu se tenir en raison de la pandémie Covid-19. Le sommet de Djerba marque ainsi le début de la présidence tunisienne de la francophonie par le président de la République, Kais Saïed, pour les 2 prochaines années.
Afrique, dialogue politique en matière de santé sexuelle et reproductive et droits même annexes. Eh bien, objectif renforcer le dialogue politique en faveur de la reproduction et même des droits sexuels. Un rendez-vous qui a donc eu lieu le mardi 15 novembre 2022 à Douala, dans la capitale du Cameroun. C'est bien sûr en Afrique centrale. Un rendez-vous de 4 jours auquel, justement, on donc prépare 8 pays d'Afrique francophone. C'était en présence du représentant du ministre de la Santé publique du Cameroun. Fond Noira, dans ce reportage, nous revient avec plus de précision. Je voudrais déclarer ouvert le séminaire de renforcement du dialogue politique sur la SDSR dans la région africaine. Face aux difficultés portant sur la santé sexuelle, mais surtout la faible offre en matière de santé de reproduction dont font face certains pays africains, l'Organisation mondiale de la santé, avec le concours de ses partenaires régionaux et nationaux, a engagé depuis quelque temps des ateliers sous-régionaux dont le but est de plaider pour une meilleure politique en matière de santé sexuelle et reproductrice. C'est dans cette lancée que le dévolu s'est jeté sur Douala au Cameroun pour abriter la 3e rencontre sur le renforcement du dialogue politique en matière de santé sexuelle et reproductive et ses droits connexes. Nous sommes effectivement à Douala pour l'ouverture d'un atelier régional. Et l'objectif de cette réunion, c'est de renforcer les capacités au niveau national dans le plaidoyer et le dialogue politique en faveur de la santé, de la reproduction, la santé sexuelle et les droits sexuels. C'est une série de formations qui ont déjà eu lieu dans d'autres pays depuis 2017, 2019, 2021. Et celle-ci, c'est la troisième cohorte de pays qui sont formés dans ce sens. Et l'objectif, c'est réellement, comme je le disais, le plaidoyer et le dialogue politique pour un appui plus important des services de santé de la reproduction dans nos pays. Et l'objectif ultime, bien entendu, c'est d'accélérer l'accès aux services de qualité aux femmes, aux enfants, aux adolescents. Vous savez, je vous donne un exemple. Et avec un taux de planification qui est de 20% au Cameroun et moins de 30% à l'échelle africaine, il était plus que temps que l'OMS et les pays africains puissent réfléchir de commun accord. Il était temps aussi que les pays se mettent ensemble pour avoir une approche commune. Le monde étant aujourd'hui un village planétaire, il est question de pouvoir mettre tous nos pays un peu sur la même longueur d'onde et pouvoir effectivement mettre des mesures de réponse à ces problèmes qui soient communes. Toutefois, il est important de souligner que l'Afrique fait face à de nombreux défis. Ici en Afrique, nous avons un grand défi. La mortalité maternelle est encore très élevée. Et nous avons fait des progrès, certes, parce qu'entre 2000 et 2017, l'Afrique en général a réduit sa mortalité maternelle d'environ 40%. Mais on est encore très loin des objectifs de développement durable de 2030. L'Afrique doit baisser sa mortalité maternelle à moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et la moyenne africaine actuelle, c'est à 542 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc on doit vraiment dialoguer, renforcer le plaidoyer pour accélérer et y arriver ensemble. Je voudrais aussi dire que l'Afrique a aussi un grand défi en matière de santé de la reproduction. Par rapport, il y a environ 47 millions de femmes qui voudraient arrêter ou retarder leur grossesse, mais qui n'ont pas accès aux méthodes de contraception modernes. Tout y compris aussi les problèmes multiples des adolescents, qui ne sont pas tout le temps connus ou écoutés. Donc c'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble, capitaliser les capacités des uns des autres, pour vraiment établir un plaidoyer et un meilleur dialogue politique pour y arriver ensemble. Organisé par l'OMS avec le concours du ministère de la Santé publique camerounaise, les travaux de Douala ont vu la participation de 8 pays d'Afrique francophone, le Sénégal, la Guinée, le Congo, la RDC, le Tchad, la RCA, le Burundi et le Cameroun, et présidé par le délégué régional de la santé publique du littoral, représentant du ministre de la Santé publique camerounaise.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal sur les antennes de For You Télévision Africa. Les programmes se poursuivent.